Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le principal partenaire financier des collectivités territoriales au Mali, l'ANUCT, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, fête ses 20 ans d'appui au financement de la décentralisation avec des résultats plus que probants, 340 milliards de francs CFA transférés aux collectivités depuis sa création et plus de 25 300 projets réalisés sur toute l'étendue du territoire national. Eau, éducation, santé, plusieurs domaines sont concernés. À l'occasion de ces 20 ans, la NICT décide de faire le bilan et de se projeter vers l'avenir. Ce 20e anniversaire a été marqué notamment par des tables rondes de haut niveau qui ont porté la réflexion sur le dispositif financier, les réformes engagées, mais aussi et surtout les perspectives d'avenir. Docteur Lassina Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur général de l'ANICT. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, 20 ans donc au service des collectivités territoriales, difficile de faire un bilan exhaustif de 20 ans en quelques mots, mais une appréciation quand même. Quand on vous demande en tant que premier responsable, comment est-ce que, à la date d'aujourd'hui, vous mesurez le chemin parcouru, qu'est-ce que vous répondez? Je dirais que c'est avec satisfaction que l'ANICT fête ses 20 ans. 20 ans de parcours dans une structure, c'est pas facile, c'est long et en même temps c'est exaltant parce que pendant ces 20 ans au moins, notre mission principale qui était de fournir les services sociaux de base, je pense que cet objectif a été atteint. Alors, on parle de 340 milliards de francs CFA, de plus de 25 000 projets réalisés. C'est des chiffres impressionnants quand même. Effectivement, au regard de l'étendue du pays, déjà, ce qu'il faut comprendre, l'ANICT, c'est une structure qui est déconcentrée sur toute l'étendue du territoire et qui travaille à peu près avec 826 collectivités territoriales qui constituent les collectivités régions, les collectivités cercles et les collectivités communes. Donc, à travers ce dispositif-là, les 340 milliards ont été répartis entre ces différents niveaux de collectivités territoriales pour mener des projets d'investissement. Donc, vous comprendrez bien que pendant 20 ans, on a pu mouiller les maillots. Alors, quand vous parlez de projets d'investissement, vous parlez de quoi concrètement? Les projets d'investissement, déjà, il faut comprendre au niveau de l'ANICT, le mécanisme est basé sur la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales. C'est-à-dire, les collectivités territoriales, chaque année, sinon chaque 5 ans, ils élaborent ce qu'on appelle les PDCEC, qui constituent leur plan de développement économique et social pendant les 5 années. Et chaque année, ils font des projections, ils essaient de voir quels sont les projets d'intérêt pour la collectivité. Donc, ce sont ces projets-là qui arrivent à l'ANICT et c'est ce que l'ANICT finance comme projet et qui est mis à la disposition de la population. Alors, à entendre ces chiffres, on a l'impression qu'il n'y a plus du tout de problèmes non résolus au niveau de nos collectivités. Non, parce que déjà, l'ANICT, déjà, il faut comprendre, les 340 milliards, c'est ce qui est passé par l'ANICT. Les besoins des collectivités, ça va largement au-delà de ça. Parce que vous imaginez, pendant 20 ans, on parle de 826 collectivités territoriales. Même au niveau d'une commune, déjà la population, comment offrir un service social de base à toute cette population. Donc ce montant, c'est un effort louable du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers, mais nous jugeons que c'est insuffisant au regard du défi auquel nous devons faire face. Alors, est-ce qu'en 20 ans de parcours, on peut dire quelque part que vous avez réussi à amener le développement à la base? Je dirais que oui, parce que déjà, les résultats de l'ANICT, il ne faut pas les mesurer uniquement en termes de projets réalisés. C'est vrai, c'est 25 300 projets environ qui sont dans les secteurs de l'eau, électricité, agriculture, éducation, santé. C'est les besoins primaires de la population. Mais il y a eu d'autres efforts parce que déjà, il faut comprendre dans quelle mesure l'ANICT a été mise en place. C'était déjà au début de la décentralisation. Donc, c'est des pouvoirs qui sont transférés à des élus locaux. Donc, il fallait avoir une structure tampon qui pouvait aider ces pouvoirs locaux-là à exercer très facilement. Donc, à travers l'ANICT, pendant ces 20 ans, à travers nous, nos procédures, ces collectivités territoriales sont devenues opérationnelles. Parce qu'on a eu à construire des bâtiments administratifs pour eux. Et à travers le processus de soumission de projets, de traitement, de mise en œuvre des projets et même de paiement des projets, ces élus locaux ont pu comprendre la chaîne de dépenses de l'État. Et ils ont maîtrisé ces procédures-là. Ça, c'est un acquis au niveau de l'ANICT. Et au niveau de la population, vous imaginez en moyenne, c'est combien de salles de classe qui ont été construites à travers l'ANICT et combien de centres de santé. Et jusqu'à présent, nous continuons à faire parce que c'est la mission principale de l'ANICT. Il s'agit de rapprocher les services à la population. Et on parle de réalisation sur l'ensemble du territoire national. Le pays est en crise depuis 2012, on le sait. Vous avez réussi à faire des réalisations dans les zones en crise du pays aussi?
Effectivement, même cette année encore, les régions de Taoudéni, Kidal sont programmées parce que déjà, il faut voir comment les ressources de l'ANCT sont réparties. Comme je l'ai expliqué, nous travaillons avec les collectivités territoriales, les communes. Donc, vous imaginez même dans la zone de conflit, les maires existent, les conseils communaux existent. Souvent, ou bien il y a les collèges et comment on appelle, les conseils transitoires qui existent dans ces zones-là. Donc, c'est eux, à travers les PDC, qui arrivent à identifier quels sont les besoins de la population. À travers ces besoins-là, ils arrivent à travers notre chaîne de dépenses, ils arrivent à proposer des projets aux directions régionales de l'ANCT qui se retrouvent aujourd'hui dans chaque région du Mali. Donc c'est eux qui instruisent les dossiers, qui soumettent à la direction générale pour validation. Donc à travers ce mécanisme-là, puisque c'est la population même à travers les élus communaux qui ont leur destin en main, on arrive à travailler même dans les zones à conflit parce que ce que nous finançons, c'est ce qui correspond aux besoins réels de la population. Parce que c'est une émanation de l'RPDC, c'est une émanation et une validation par le conseil communal. Donc c'est à travers ce mécanisme-là qu'on arrive à investir même dans les zones à conflit. Et cela se passe comment concrètement? Parce que zone d'insécurité, c'est zone d'insécurité pour tout le monde. Pourquoi l'ANCT fait quand même exception à la règle? Expliquez-nous. Exception parce que, comme je l'ai expliqué, les services que nous offrons à la population, je vous donne l'exemple de la région de Kidal ou Taoudéni. Aujourd'hui, c'est indéniable dans cette zone-là. Et les besoins primaires aujourd'hui qui viennent rapidement à la population, c'est l'accès à l'eau. Vous imaginez quand vous arrivez dans un village et que vous dites que vous voulez offrir un château d'eau. Rarement, vous allez trouver des gens qui vont s'opposer à cela. Et d'autant plus que ce n'est pas l'ANCT qui viendra investir pour eux. C'est eux-mêmes qui prennent en charge tout le processus de contractualisation de l'entreprise, la surveillance de l'entreprise. Et l'ANCT vient vers la fin pour s'assurer que l'investissement a été réalisé pour payer. Donc le fait que c'est la population même qui est au cœur, qui dirige à travers les élus communaux, c'est à travers ça seulement que nous on arrive. C'est pas uniquement l'État, mais avec les collectivités territoriales que l'ANCT arrive à faire ses progrès. Alors, plus d'1 millier de projets financés tous les ans, si j'ai bien compris. Vous avez fait quand même des réalisations, beaucoup de réalisations. Alors, comment est-ce que vous mesurez vous-même l'impact de ce que vous avez fait sur la vie des populations bénéficiaires? L'impact, déjà, c'est de voir les enfants arriver à l'école où ils devaient marcher des kilomètres. Parce que l'ANCT, on arrive à mettre des salles de classe plus proches de la population. L'impact, c'est les centres de santé que nous construisons. Parce qu'on arrive, à travers ces centres de santé et en collaboration avec le ministère de la Santé, on arrive à construire, équiper et mettre du personnel à la disposition de la population. C'est des investissements qui coûtent à l'échelle d'une commune. Donc, à travers les subventions de l'ANCT, on arrive à faire cela. Donc, c'est les mortalités sur les mortalités que nous jouons. On arrive, vous imaginez, à travers maintenant les projets d'intérêt économique, on commence à installer des périmètres, des petits périmètres irrigués pour les femmes, avec des appoints d'eau. Donc, c'est l'économie locale que nous arrivons à impulser à travers ce type d'investissement. Donc, c'est ça qui fait notre satisfaction quand nous voyons que la population, à travers les investissements de l'ANCT, on arrive à sauver la population, on arrive à garder le minimum de paix sociale dans ces zones-là. Allons-y un peu aux origines, hein, monsieur le directeur. La structure est créée, vous l'avez dit, en 2000. C'était au lendemain de l'adoption de la politique de décentralisation. Avec quelle mission et comment est-ce que cette mission elle a peut-être évolué avec le temps? Déjà au départ, l'ANCT s'était créée uniquement pour l'investissement. Et rapidement, on s'est rendu compte que l'opérationnalisation de la décentralisation, ça va au-delà des simples investissements, comme je l'ai dit. Il y a l'accompagnement. On s'est rendu compte que rapidement, ces collectivités territoriales, ces ordonnateurs de ces collectivités territoriales que nous avons mis en place étaient limités par un certain nombre de capacités techniques, financières, même en termes de fonctionnement. C'est là le dispositif ANCT a évolué d'un fonds d'investissement pour les collectivités à un fonds d'appui aux collectivités territoriales. Donc, avec mission maintenant... La différence entre les deux, c'est quoi? Un fonds d'investissement et un fonds d'appui? C'est l'appui-là qui crée la différence. Parce que maintenant, on va au-delà de l'investissement. Dans ce fonds-là, maintenant, on l'a érigé avec 5 guichets. Un premier guichet qui est dédié uniquement à l'investissement auprès des collectivités territoriales, communes, cercles et puis régions. Un deuxième guichet qui est, on appelle dotation d'appui technique, qui donne l'accès maintenant aux collectivités qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les capacités de faire recours à des consultants, de faire recours à une expertise extérieure
pour pouvoir les aider à bien gérer leur commune. Un troisième guichet qui concernait un peu d'appui au fonctionnement. Parce que comme je l'ai expliqué, ces collectivités ont été mises en place souvent sans ressources. Donc l'État voulait les appuyer un peu dans le cadre de leur fonctionnement. Donc ça, c'est le troisième guichet. Le quatrième guichet qui a été créé aussi, c'est les dotations d'intercommunalité qui visent aussi à aider parce que souvent, il y a de ces investissements qui dépassent le caractère d'une seule commune. Donc il faut aller au-delà de ça, pousser les communes à aller vers l'intercommunalité. Et le dernier, qui est la dotation garantie aux emprunts des collectivités. La loi octroie aujourd'hui aux différentes collectivités de recourir à des prêts auprès des institutions bancaires pour pouvoir faire des investissements. L'ANCT peut venir en appui pour les aider à garantir ces prêts-là auprès de ces institutions financières. Alors, est-ce que vous fonctionnez comme une banque déjà? Comment est-ce que ça se passe? La différence entre nous et une banque, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les ressources de l'ANCT, c'est constitué uniquement que de subventions. Les subventions que l'État veut faire au niveau des collectivités, les subventions que les partenaires techniques veulent mettre au niveau des collectivités. Donc, nous octroyons des subventions à des collectivités territoriales pour les besoins d'investissement. À la différence d'une banque où les subventions sont presque nulles et ils travaillent sur la base des crédits qui sont remboursables, les investissements de l'ANCT, les dons de l'ANCT, ce n'est pas à rembourser. Subvention de l'État, donc de l'argent de l'État. Vous avez aussi des partenaires techniques et financiers qui travaillent avec vous. Ça se passe comment? Oui, parce que déjà, pendant ces 20 ans, l'ANCT s'est positionnée comme étant vraiment le meilleur client pour les collectivités territoriales. Donc, nous offrons un service de garantie fiduciaire à l'État et aux partenaires techniques. C'est-à-dire un partenaire technique, si vous venez, vous aimez la décentralisation, vous voulez appuyer la décentralisation, est-ce que vous allez faire face à 826 collectivités territoriales ou bien vous vous adressez uniquement à l'ANCT et c'est à l'ANCT de faire ce boulot et vous rendre compte? C'est dans ce dispositif-là pendant les 20 ans que nous avons évolué et à travers ça, beaucoup de partenaires ont eu confiance à l'ANCT. Nous pouvons citer KfW, nous pouvons citer le Royaume de Danemark, nous pouvons citer l'Agence française de développement, l'USAID, le Canada. Donc il y a pas mal de partenaires techniques à un moment et à un autre qui étaient intéressés par les appuis directs aux collectivités territoriales, aux communes. Ils sont passés par le mécanisme ANCT pour faire ces investissements-là et l'ANCT a assuré la gestion fiduciaire, la traçabilité des ressources pour pouvoir les rendre compte à la fin du processus. Donc vos ressources, c'est aujourd'hui plus l'État ou plus les partenaires? Au vu du contexte, ces dernières années, nous avons vu l'État, les ressources de l'État augmenter au fur et à mesure. Et aujourd'hui, dans le budget de l'ANCT, les ressources de l'État représentent 50% des ressources allouées aux collectivités territoriales. Alors, le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales, quel rapport? L'ANCT, c'est l'organe qui gère ce fonds. Donc le fonds est logé au niveau de l'ANCT. C'est ce fonds-là qui reçoit les ressources. Donc ça veut dire qu'il y a une séparation entre le fonctionnement de l'ANCT qui concerne les agents, les locaux de l'ANCT. Et ce fonds, les ressources qui rentrent dans ce fonds, c'est dédié uniquement aux collectivités territoriales. Ça ne rentre pas dans le fonctionnement de l'ANCT. Et c'est important de faire cette différence-là parce que souvent les gens disent que bon, les ressources de l'ANCT c'est colossal, mais l'ANCT, les ressources de l'ANCT est constituées uniquement de 5% de frais de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales. Donc ça veut dire que quand vous amenez des ressources au niveau de l'ANCT, y compris l'État, l'ANCT défacte 5% comme frais de gestion. Et ces 5%-là, c'est ça qui est constitué, les salaires, les logements, les loyers, la circulation, tout le fonctionnement est basé sur ces 5%-là. Et les 95% des ressources vont directement aux collectivités territoriales pour leurs besoins d'investissement. Vous avez donc des ressources à votre niveau pour les collectivités territoriales. Comment est-ce qu'une collectivité fait pour avoir accès aux ressources que vous avez? Déjà, maintenant, avec les ressources de l'État, depuis le mois de juin-juillet, il y a le ministère de l'économie à travers la direction générale du budget qui communique le montant que l'État entend investir au niveau des collectivités territoriales. Donc sur la base de ces ressources, l'ANCT a à son sein une équipe qui travaille sur ce que nous appelons les calculs de péréquation. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, l'objectif de l'ANCT, c'est d'avoir un développement équilibré du territoire. C'est-à-dire les ressources que nous allons donner, nous allons faire en telle sorte qu'il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir pour avoir ça. Pour chaque collectivité, nous distribuons ces ressources-là en fonction de la population, la taille de la population, en fonction de l'indice de développement et de l'indice de pauvreté communale,
ça veut dire que nous regardons le degré de pauvreté de la commune. Nous essayons de voir aussi est-ce que la commune a l'habitude de tenir ses sessions, c'est-à-dire la gouvernance. Donc nous intéressons aussi à leur performance. Sur la base de ça, nous élaborons ce qu'on appelle un indice synthétique. C'est cet indice synthétique-là qui est appliqué maintenant aux ressources que le ministère ou bien les partenaires mettent à notre disposition, qui répartissent maintenant ces ressources entre toutes les collectivités du Mali. Donc l'ensemble des collectivités du pays peuvent attendre tous les ans un peu d'argent de votre part. Venant de l'ANICT. Chez nous, les difficultés, c'est beaucoup plus d'ordre de mobilisation des ressources. Pour pouvoir mobiliser ces ressources, il faudra que déjà au niveau de la collectivité, qu'ils arrivent à identifier le projet à financer, qui doit être validé pas seulement par le maire. Le projet identifié doit faire l'objet d'une délibération du conseil communal. Donc ça veut dire que c'est une méthode participative qui regarde l'efficacité du projet et l'efficience du projet. Donc sur la base de ça, eux-mêmes, ils recrutent l'entreprise à travers leur processus de passation du marché. Une fois identifié l'entreprise, il passe au niveau de la direction régionale de l'ANICT avec le contrat et tous les dossiers y afférents au niveau de la direction régionale. Maintenant, qui regroupe tous les projets de la région et qui convoque à travers le gouverneur de la région, ce que nous appelons les CROXAD, qui est le comité d'orientation régionale, qui regroupe maintenant les autres structures publiques qui doivent s'attirer pour s'assurer qu'il y a une certaine concordance entre les projets des régions qui sont validés. C'est une fois que ces projets sont validés, maintenant avec les ressources de l'État, nous signons ce qu'on appelle un protocole de suivi. Ça veut dire que l'ANICT s'engage, l'État va mettre les ressources à la disposition de la collectivité et l'ANICT va servir de suivi et évaluateur pour s'assurer que l'argent est venu et le projet a été exécuté conformément au contrat. Maintenant, pour les ressources des partenaires qui est au niveau de l'ANICT, nous signons ce qu'on appelle une convention administrative de financement qui détermine maintenant les conditions dans lesquelles les ressources vont être mises à la disposition de la collectivité pour être exécutées. Et en même temps, nous servons de suivi évaluateur pour s'assurer que l'investissement est réel. Et s'il arrive qu'une collectivité ne présente pas de projet, ça se passe comment? Si la collectivité, comme les ressources d'investissement sont reportables, nous ne le souhaitons pas parce que les besoins étant là, on peut pas, c'est difficilement compréhensible qu'une collectivité n'arrive pas à proposer des projets. Mais il arrive que le temps de mobilisation pour les collectivités, comme je l'ai expliqué, à cause du manque de capacité, que la mobilisation déborde sur une année. Mais ces ressources-là restent, parce que c'est des ressources d'investissement, ça reste pour l'année qui suit. Ils peuvent utiliser ces ressources-là l'année suivante pour faire des projets. En même temps, ils bénéficient encore des ressources de l'année N. Donc vous êtes en train de nous dire que toutes les collectivités vous proposent des projets tous les ans? Tous les ans. C'est pour ça que le montant est élevé. En minimum, l'ANICT a au moins 800 projets. Sinon, on gère à peu près 1000 projets par an. D'accord. Et les particuliers peuvent-ils vous solliciter pour faire un investissement dans leur commune, par exemple? C'est là un peu la particularité de l'ANICT. Notre client principal, ça reste la commune, ça reste le maire, l'ordonnateur. Maintenant, un particulier qui a un projet d'intérêt communal, il faudra qu'il approche son maire et que le maire arrive à faire inscrire ce projet-là dans leur PDSEC. À ce moment, l'ANICT pourra intervenir. Parce que nous ne travaillons pas directement avec la population. Comme je l'ai dit, le dispositif ANICT, c'est pour renforcer l'ordonnateur, le maire dans son rôle en tant que le conducteur du développement de la commune. Est-ce que vous avez souvent des sollicitations de ce genre et si ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous orientez les gens? Et à chaque fois que des particuliers nous approchent, nous nous expliquons un peu les procédures de l'ANICT. On essaie de le mettre en contact avec le maire. Et surtout ça, c'est important parce qu'on vient de rentrer dans la nouvelle organisation territoriale. Les élections sont à venir. Donc ça veut dire que même la phase de planification au niveau communal, les PDSEC, beaucoup de PDSEC sont en train d'arriver à terme. C'est pour ça qu'il est important que la population arrive à maîtriser ce dispositif-là pour approcher les maires et s'assurer que leurs besoins de leur village ou de leur quartier puissent être repérés dans les PDSEC. Parce que, comme je l'ai dit, l'ANICT ne finance pas en dehors des PDSEC. Donc il faudra que ces besoins-là puissent être inscrits au niveau des PDSEC et le guide d'élaboration des PDSEC exige à ce que ça soit fait de façon participative. Alors, monsieur le directeur, il nous revient ces derniers temps que vous avez décidé d'intégrer la dimension genre et la dimension environnement dans tout ce que vous faites. Expliquez-nous cette démarche. Cette démarche, d'abord, c'est interne, parce qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale, et même au niveau du pays,
on ne peut pas dire que les investissements que nous allons faire au niveau d'une communauté ne peuvent pas prendre en compte le JAR. Parce qu'aujourd'hui, le JAR constitue une bonne partie de la population et il a été prouvé que les projets qui prennent en compte le JAR ont plus de chances d'avoir un succès. Donc c'est une bonne partie de la population qui ne peut pas être ignorée et ça fait partie maintenant des exigences de plusieurs partenaires techniques et financiers. Donc l'ANICT est en train de se préparer, nous avons intégré ça à nos procédures parce que nous voulons que quand nous faisons des investissements, que le JAR ne soit pas ignoré et que ça ne puisse pas causer de dommages à l'environnement. Parce que l'environnement, aujourd'hui, c'est ça qui sert de réceptacle pour tout développement économique. Donc si cet environnement-là est dégradé, il y a de fortes chances que le projet puisse échouer. Donc c'est des garanties que nous voulons mettre en place pour le succès et la pérennité des investissements de l'ANICT. Venons-en aux 20 ans. À l'occasion de vos 20 ans, vous avez donc organisé 2 tables rondes de haut niveau. Quelles sont les principales préoccupations qui vous ont poussé à cela aujourd'hui? Déjà, après 20 ans d'exercice, il faudra dire que les résultats sont là, mais les défis restent encore immenses. On l'a expliqué, la population augmente, le nombre de collectivités augmente, le nombre de régions augmente. Forcément, les besoins d'investissement aussi vont augmenter. L'État fait des efforts, l'État continue à augmenter ses ressources au niveau de l'ANICT. Les partenaires aussi viennent. Mais il ne faut pas oublier et perdre de vue qu'aujourd'hui, le principe de gestion du pays voudrait que, au moins que la souveraineté du pays soit respectée, que les choix partenaires soient respectés et que le besoin des populations puisse être satisfait. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé que est-ce que nous allons essayer d'attendre uniquement les ressources de l'État et des partenaires, mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Il y a d'autres sources de financement sur la scène internationale. Il y a d'autres ressources ailleurs. Donc il faudra que l'ANICT puisse réfléchir après 20 ans de donner que des subventions. Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça? Parce qu'avec l'évolution des choses, le modèle de financement aujourd'hui a montré ses limites ou ça se passe comment? Le modèle n'a pas atteint totalement ses limites, mais nous commençons à avoir son essoufflement. Parce que qui dit subvention parle de ressources publiques. Les ressources publiques, c'est l'État. Et l'État, vu les pressions que l'État est en train de subir, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aider aussi l'État à trouver d'autres sources de financement? C'est ce qui nous amène. On ne va pas laisser le modèle subvention, mais on essaie de voir comment on peut augmenter davantage pour avoir plus de ressources pour les collectivités territoriales. Alors comment est-ce que vous avez envie justement de faire évoluer ce modèle financier? Est-ce qu'il y a des propositions aujourd'hui concrètes sur la table? Oui, il y a des propositions concrètes. Déjà, ce qu'on a déjà entamé depuis quelques années, qui nous a même amené avec ces dispositifs environnementaux. Et aujourd'hui, quiconque c'est au niveau national et même au niveau international, le défi environnemental le plus crucial, c'est le changement climatique. Et ces changements climatiques-là, qui les vivent? C'est les collectivités territoriales. Quand on parle d'inondation, c'est dans une commune. Quand on parle de sécheresse, c'est dans une commune. Donc aujourd'hui, puisque le client principal de l'ANICT, c'est les communes, nous essayons de voir comment nous pouvons capter les ressources des finances climatiques et les amener au niveau des collectivités territoriales. Et ces ressources de finances climatiques, c'est élevé. Pour l'exemple, depuis 2009, les pays de l'OCDE, les pays qui ont été identifiés comme source de changement climatique, ont promis 100 milliards de dollars pour les pays en développement, pour les aider à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. L'ANICT est en train de se positionner aujourd'hui pour capter une partie de ces 100 milliards-là et amener aux collectivités du pays. Ça, c'est une piste qu'on est en train d'explorer. L'autre piste, aujourd'hui, où il y a abondamment d'argent, ce n'est pas des ressources qui sont des subventions, c'est des crédits. Donc ces crédits-là, ça veut dire qu'il faudra faire évoluer un peu le modèle de l'ANICT dans la mesure où l'État nous a donné la possibilité de garantir ces crédits-là. Est-ce qu'aujourd'hui l'ANICT ne peut pas jouer le rôle d'intermédiaire financier? Au lieu de laisser une collectivité, aujourd'hui on sait la viabilité de ces collectivités-là, d'aller sur le marché financier, est-ce que l'ANICT ne peut pas aller sur le marché financier au nom des collectivités et pour pouvoir leur donner ces ressources-là et garantir que ces ressources-là sont gérées convenablement et ensuite rembourser ceux qui ont emprunté de l'argent. Donc c'est des pistes de réflexion que les 2 jours-là ont servi à un peu cerner et les différents plans d'action maintenant qui doivent être élaborés pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et ces pistes-là, elles vont peut-être entraîner un changement de statut à votre niveau? Effectivement, ça fait partie des recommandations. Je pense qu'unanimement, nous a été demandé de revoir un peu le statut de l'ANICT pour qu'on puisse faire ces nouveaux métiers-là. Au-delà du statut, ça va demander une réorganisation et de nouvelles capacités
qu'il faut faire intégrer au niveau de l'ANICT maintenant pour avoir ces spécialités-là. Au-delà du modèle financier, sur quoi est-ce que la réflexion a porté au cours des tables rondes de haut niveau? Au-delà du modèle financier, nous avons réfléchi aussi sur un peu le positionnement de l'ANICT. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la décentralisation, c'est financé. C'est financé par plusieurs mécanismes. Mais nous aussi, on a essayé de voir avec le ministère de l'économie à travers le coordinateur du CRED. Et nous investissons. On peut aider l'EDA à atteindre les objectifs du CRED. Mais comment? Donc, on a réfléchi un peu de façon de voir comment on peut concilier les interventions de l'ANICT et les objectifs à atteindre, les objectifs de développement du pays, les objectifs de ODD. En termes de perspective, est-ce qu'elles sont promoteuses aujourd'hui si on reste en l'état ou si on change de posture? Je peux pas. Le monde étant évolutif, on ne peut pas rester dans le statu quo. On est obligé de s'adapter, on est obligé d'évoluer. Donc l'évolution ne veut pas dire forcément qu'il faut tout casser et reprendre, mais on est déjà dans l'évolution parce que comme je l'ai expliqué, le fait d'intégrer l'environnement, le fait d'intégrer le genre, ça obéit déjà à une certaine évolution de structure, mais il ne s'agit pas de casser tout, mais on va s'adapter au contexte au fur et à mesure. Il ne faut pas perdre de vue notre objectif, c'est comment recevoir suffisamment de ressources pour répondre aux besoins de la population. Parlons du nouveau découpage territorial. Cela fait plus de régions, cela fait donc plus de collectivités territoriales. Comment est-ce que vous évaluez les besoins nouveaux dans le cadre de ce découpage et comment est-ce que vous comptez y faire face? Déjà, il y a des réflexions en cours au niveau du département. On est en train de finaliser sur l'opérationnalisation parce que la loi est déjà passée. Il faut passer déjà à l'opérationnalisation. Les premières esquisses commencent à venir. Mais au niveau de l'ANICT, on a déjà anticipé pour évaluer un peu l'impact de cette réorganisation territoriale. Parce que déjà, nous, on servait les trois niveaux de collectivité. Maintenant, le niveau intermédiaire qui constitue le niveau de cercle a disparu. Donc, il faut que déjà le modèle ANICT puisse s'adapter pour supprimer ces niveaux-là au niveau de nos systèmes de péréquation. Déjà, le nombre de collectivités a augmenté. Donc, il faut que nous arrivions à intégrer dans notre base de données les nouvelles communes qui sont créées, les nouveaux conseils régionaux qui vont être mis en place. Donc il faut les intégrer dans notre dispositif et pouvoir les allouer maintenant des ressources pour qu'eux aussi puissent être opérationnels. Et forcément, on doit contribuer aussi à la mise en place, souvent même par la construction et l'équipement des bâtiments administratifs. Donc ça va nous amener à une certaine réorganisation. Alors, avec quel sentiment, quelle impression est-ce que vous sortez aujourd'hui de la célébration des 20 ans? Sentiment de satisfaction, de fierté. De satisfaction parce que déjà l'objectif premier qui a été assigné à l'ANICT, on peut dire qu'il est atteint à moitié parce que c'est la fourniture des services sociaux de base. Fierté parce que ces dernières années, 20 années, malgré les turpitudes que le pays a traversées, l'ANICT n'a pas arrêté de travailler. Pendant ces 20 années, les portes n'ont pas fermé. On a continué à travailler et ces agents, il faudra les remercier vraiment qu'ils puissent continuer dans ce sens-là. Et finalement, pendant ces 2 jours de réflexion, on a pu constater quand même avec satisfaction que tout le monde était satisfait de l'outil ANICT et réclame que cet outil-là soit renforcé dans son rôle. Je pense que c'est le message le plus important qu'il faudra retenir. Alors, comment est-ce que vous voyez l'ANICT, les collectivités, la décentralisation dans les 20 prochaines années? Déjà, il n'y a plus de recul. C'est le choix que le Mali a fait depuis des années, la décentralisation comme modèle de développement. Donc il faudra acheminer forcément les imperfections, il faudra les corriger. Dans les prochaines années, on est appelé fortement parce que c'est le pouvoir qui retourne à la source. Donc il faudra que l'ANICT puisse être là pour servir de tampon entre l'État et ses collectivités. L'ANICT puisse être là, les accompagner dans l'apprentissage de ce pouvoir-là qui est en train de leur être octroyé pour qu'ils puissent satisfaire aux besoins des populations, pour qu'ils puissent impulser un développement au niveau territorial. Nous vous souhaitons bon vent, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.